Oui, pour moi, c'est important de faire cette distinction parce qu'il est commun dans la conversation d'entendre parler de la morale, virgule, éthique, comme si c'était la même chose. Alors que je veux montrer dans cette note qu'il y a, dans le fond, une très grande différence entre ces termes. La morale, c'est ce qui s'est élaboré au début de la modernité, le XVIIIe siècle. La morale est universelle, générale, applicable en tout lieu et en tout temps. C'était ça la belle idée de la philosophie des Lumières au XVIIIe, ce qui s'est conforté au XIXe. L'éthique que l'on emploie comme équivalent de la morale, en fait, au contraire, renvoie en son sens étymologique. Ethos, c'est le ciment, c'est le lien. L'éthique est particulière, elle n'est pas générale. Donc mon hypothèse est la suivante. Plutôt que de parler d'une morale générale, pour moi ça fait son temps, il faut rendre attentif au fait qu'il va y avoir des éthiques particulières. Si je reprends une métaphore que j'avais employée, les éthiques des tribus post-modernes. Dernier point, déontologie. Là, c'est une coquetterie de ma part. Montrer que la déontologie, à l'encontre du sens commun, c'est, en son sens étymologique, ta déonta, c'est-à-dire ce qui renvoie aux situations particulières. Et que donc, grosso modo, on quitte les certitudes d'une morale universelle pour être obligé de s'ajuster au coup par coup à des éthiques et des déontologies particulières et momentanées. Le débat actuel est simple. On reste encore sur une vieille conception de la République une et indivisible, ce qui amène à parler de cette sottise habituelle des politiques gauche et droite confondues, le communautarisme, c'est-à-dire une stigmatisation de l'émergence des communautés. Or, moi, je pense que dans le débat actuel, il est important de se rendre compte que la res publica, la chose publique, peut être une mosaïque de valeurs différentes. D'où le fait qu'on ne peut plus continuer à fonctionner sur une conception morale générale, mais qu'il va falloir s'accommoder, tant bien que mal, des éthiques particulières, celles de ces petites tribus, celles de la diversité, celles des communautés qui sont là. On ne peut pas tous les tuer, il faut faire avec. Donc du coup, voilà, dans le débat actuel, il faudra s'ajuster et ne pas rester sur cette vieille conception de ce qui serait la grande morale qui a bien marché au XVIIIe, XIXe. Ça, c'est un problème complexe. Moi, je ne suis pas compétent pour en juger. Je peux uniquement dire que je m'intéresse uniquement à la chose politique. Disons que la politique, là je reprends une formule de Marx au XIXe siècle, quand dans la question juive, il dit « la politique c'est la forme profane de la religion ». C'est-à-dire, dans le fond, ce que la religion chrétienne en particulier avait voulu faire un peu plus tard, le ciel, le paradis céleste, eh bien la politique veut le réaliser sur terre, le paradis terrestre, la société parfaite. Alors voilà, donc je dirais la politique a remplacé la religion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de diverses manières, les religions ou la religiosité est en train de revenir. Pour moi, l'importance des communautés ou des tribus, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va partager cette chose, ce sentiment du religare et d'être reliés ensemble que la politique avait cru dépasser. Voilà. Donc là encore, il va falloir s'ajuster à ce retour, moi je ne dis pas de la religion, mais de la religiosité. Le New Age en est une expression, les syncrétismes religieux une autre. Et du coup, c'est un problème qui nous interroge dès le moment où on réfléchit sur le vivre ensemble. Dans le fond, morale et éthique, c'est le problème de cela. Comment vit-on ensemble? J'ai bien dit que c'était une coquetterie, c'est-à-dire on parle en général d'une déontologie professionnelle, c'est-à-dire en fonction de telle profession, on a tel type de déontologie. Je voulais juste accentuer le fait que de plus en plus, il n'y avait plus de règles universelles, mais de quelque chose qui fait qu'au coup par coup et en fonction du moment, il va falloir s'ajuster aux situations, ce qui se présentent. On voit bien comment dans le débat actuel, on ne peut plus se satisfaire des grandes certitudes, encore une fois, qui étaient celles de l'universalisme, de la philosophie des Lumières, mais que de fait, je dis non pas de jure, non pas de droit, mais de fait, eh bien, il y a la multiplicité de ces petites tribus. Comment vont-elles s'ajuster entre elles? Qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce sens que je parle de déontologie. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à employer ce terme. Mais c'était pour montrer le fait que la logique du devoir-être, c'est ça la morale, Max Weber le montre bien, que cette logique du devoir-être général est en train de laisser la place à quelque chose qui est une forme d'ajustement ponctuel. Voilà pourquoi je parle de déontologie spécifique et particulière.
Ça, c'est un vrai problème, en effet. Pour moi, c'est un peu une espèce d'idée obsédante. Chacun a son idée obsédante. Moi, la mienne est celle-ci, c'est que ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines, quand on regarde sur la longue durée, où l'on voit une déconnexion entre, je dirais, ceux qui ont le pouvoir de dire, c'est ça l'élite, hein, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, chaque société a besoin d'élite, et ceux qui vivent. Et quand il y a cette déconnexion, en quelque sorte, ben, il y a une espèce de fossé qui va s'établir entre nos conceptions qui se sont élaborés, je dis bien, dans le grand moment de la modernité qui était le 18e et le 19e, et puis ce qui est vécu. Voilà. Parce que pourquoi tout passe, tout casse, tout lasse? Et donc il faut, en quelque sorte, quand il y a cette déconnexion, trouver les mots qui soient les moins faux possibles et qui disent ce qui est vécu. En ce sens, je pense que se contenter des grandes incantations qui sont habituelles aux observateurs de la chose publique, journalistes, universitaires, hommes politiques, se contenter de ces mots qui sont un peu incantatoires, démocratie, liberté, citoyenneté et autres freudènes du même ordre, je dis, à mon avis, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on plaque sur ce qui est vécu nos grandes idées, hein, qu'on a héritées du 18e, 19e. Par contre, il faut trouver d'autres mots. Hein. Même peut-être le politique n'est plus pertinent. Peut-être qu'il faut trouver quelque chose qui renvoie à l'écosophie, au domestique, ce que je vis avec d'autres, ici et maintenant. Vous voyez, voilà, c'est ça mon problème. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, je dis bien, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette déconnexion. C'est grave parce que ça peut entraîner une vieille idée que l'on sait, la sécession plébis. Hein. Le peuple fait sécession par rapport à cette élite. C'est ce qui se passe actuellement. On voit bien comment, d'abord, les intellectuels sont méprisés, les hommes politiques sont moqués, les journalistes, il n'y a plus de vraie confiance par rapport à eux. Donc on se rend bien compte qu'il y a cette déconnexion entre ce que j'appelle, moi, l'opinion publiée et l'opinion publique. La vraie vie. Hein, si on veut employer des expressions de cet ordre, ben voilà, c'est notre travail à nous qui n'avons pas de conviction spécifique, qui essayons de réfléchir sur ce qui est en train d'émerger, je dis bien, de trouver des mots qui soient en pertinence et ne plus se contenter des incantations qui nous font plaisir, mais qui ne renvoient pas à grand-chose. Non, ce serait trop prétentieux, mais enfin, disons que dans tout mon travail, moi maintenant, depuis une trentaine d'années, dans mes divers livres, j'ai rendu attentif à l'importance des tribus, à l'importance du nomadisme, à l'importance justement du quotidien, à l'importance de l'imaginaire. Et j'essaie de proposer des mots, je dis bien, qui soient les moins faux possibles. Ce n'est pas encore des concepts, ce n'est pas quelque chose qui enferme, mais qui, d'une manière métaphorique, et là, bon, ben, j'en ai proposé en particulier dans ce petit opuscule, je reprends un peu mes standards et mes préoccupations en disant soyons attentifs au retour des communautés. Soyons attentifs au fait que, dans le fond, plutôt qu'une démocratie abstraite, il y a quelque chose qui se vit au plus proche. J'ai appelé ça l'écosophie, hein, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune. On peut en trouver des quantités. Par exemple, tenez un qui me paraît important, continuer à parler du contrat social, avec la dimension rationnelle qui est derrière, est inopérant. Par contre, je dis, soyons attentifs, par exemple, à ce mot de pacte. Le pacte est émotionnel, le contrat est rationnel, le contrat est sur la longue durée, le pacte est sur la courte durée. Alors voilà, par exemple, passage du contrat au pacte. Voilà ce qui serait, de mon point de vue, une manière de penser ce qui est en gestation. Bon, encore une fois, hein, quand on essaie de faire des livres un peu comme ça qui provoquent, dans le sens simple du terme, je vous ai bien compris, je veux quitter nos certitudes pour essayer de rendre attentif à ce qui est à l'état naissant. Alors, je parle d'un immoralisme éthique, c'est-à-dire de plus en plus de pratiques juvéniles ne se reconnaissent plus dans le devoir-être, c'est-à-dire ce qui doit être général, mais en même temps, ethos, ça fait ciment entre eux. C'est ça que veut dire le mot ethos. Hein. Éthique, ça veut dire ciment. Donc, telle pratique juvénile, des loupards de banlieue, par exemple, ne se reconnaissent pas dans la morale générale, ils sont éthiques. Il y a quelque chose de ciment qui fait ciment entre eux. Alors voilà, je dis, soyons attentifs à cet immoralisme éthique, non pas pour le canoniser, mais pour se rendre compte que nos grandes leçons de morale ne marchent plus. Donc il vaut mieux accompagner un processus plutôt que d'être des vieux grognons, ce qui est habituel dans l'intelligentsia. Non, disons que je veux tout simplement dire que quand il y a... Ce politiquement correct, c'est, Weber disait, la logique du devoir-être. C'est-à-dire que si on fonctionne toujours sur ce que doit être le monde, on ne voit pas ce qu'il est.
Moi je dis, il vaut mieux d'abord constater ce qu'il est. Je dis bien non pas pour le canoniser, mais pour faire diagnostic, dans le fond. Et c'est en ce sens qu'il y a un vrai problème actuellement de ce correctness, ou ces diverses formes, politiquement correct, moralement correct, théoriquement correct, méthodologiquement correct, etc. Voilà. Donc, et que cela ne fait qu'élargir le fossé qui existe entre ce qui est vécu et ce qui est pensé. Et c'est quand il y a une telle distorsion que peut venir se nicher les discours de haine, de xénophobie et de racisme. Parce que justement, le peuple ne se reconnaît plus dans les grandes représentations. Et que donc, pour éviter justement cette xénophobie, ce racisme, cette haine, pour apprendre à vivre ensemble, il faut trouver des mots, encore une fois, qui ne soient pas incantatoires, mais qui soient en référence à ce que je vis avec d'autres, ici et maintenant. En tout cas, voilà, c'est mon ambition, c'est ma prétention.